Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Jusqu'au 30 septembre 2023, le musée Blue Penny propose Sea, Happiness and the Lagoon, exposition aux facettes multiples proposant une immersion dans l'univers marin. La collection proposée aux visiteurs comprend des œuvres d'art, aussi bien que des timbres-poste du monde entier, ainsi que des publications diverses et 2 modèles taille réelle d'animaux marins. La série d'œuvres abstraites inspirées de motifs de poissons a sa propre petite histoire. Sea, Happiness and the Lagoon choisit un biais émotionnel pour conscientiser le public sur la richesse de nos lagons et de notre biodiversité marine au niveau local, régional et global. On avait une autre expo qui était prévue en juin. C'était une exposition malgache qui devait sortir de Madagascar, une expo des photographies de 1930, qui devait venir ici. Et nous, on devait envoyer l'expo Bread qu'on va avoir en octobre à Madagascar. Et puis le sponsor a fait défaut, parfois ça arrive. Moi, j'étais en train de concevoir une exposition sur le lagon que je comptais faire avec le centre Nelson Mandela, en fait. Je me suis dit, bon, bah écoute, t'as qu'à augmenter et amplifier l'exposition sur le lagon, parce qu'on n'avait jamais traité du lagon. J'avais plusieurs possibilités de toucher au sujet du lagon. Je dirais que j'en avais 3. La première, ça serait le côté scientifique, mais j'y connais rien. La deuxième, ça serait d'une manière écologique. Moi, j'ai préféré parler du lagon du point de vue qui, moi, me touchait le plus. Et peut-être que c'est aussi le côté qui, d'après moi, est le plus susceptible de sensibiliser les gens. Parce que quand on a compris que quelque chose est beau, c'est plus facile à protéger quand même. Le principe, c'était de faire une exposition qui soit très visuelle, pas beaucoup d'explications, pas besoin, en fait, sur la beauté du lagon. Voilà, c'était ça l'idée. C'est une très longue expo. Ça va durer jusqu'à fin septembre, tous les jours, sauf les dimanches et les jours fériés. Il y a plusieurs éléments justement qui constituent cette expo. On va peut-être parler des œuvres qui sont accrochées au mur. Parlez-moi de ces tableaux. En fait, comme j'ai l'habitude d'intervenir dans les expos aussi, là, ça devait être une expo, comme je te l'ai dit. Donc en fait, c'est moi qui ai fait les tableaux. C'est à la frontière entre l'abstraction et le figuratif. C'est-à-dire que le figuratif représente quelque chose de la réalité. L'abstraction représente des affects, des choses personnelles qui ne sont pas nécessairement dans la réalité. Donc moi, j'ai choisi justement, par rapport au lagon, un moment très heureux que j'ai vécu, c'est quand j'allais dans le lagon avec mon fils, qui était un gamin, et on prenait des masques et on regardait les poissons, enfin ce spectacle qu'il y a à 2 mètres de toi, quoi. Et ça faisait une drôle d'impression, parce que c'est comme si c'était un monde parallèle qui vit en même temps que nous, qui est pourtant bien là, mais que nous, on ignore totalement. Et quand on le découvre, quand on tombe dessus, inévitablement, même si on l'a vu 10, 100 fois, 1000 fois, on ne peut pas se lasser. Les poissons qui circulent librement avec ces couleurs chatoyantes, c'est des couleurs saturées en général, qui sont des vrais jaunes, des vrais oranges, des vraies couleurs, quoi. Donc, et en plus avec des lignes, avec des rythmes, avec des motifs, avec des patterns, comme on dit en anglais, vraiment des abstractions. Parce que si on enlève la forme du poisson, on a un tableau, en fait. C'est un tableau d'art abstrait. Mais ce sont des tableaux comme ça qu'on a dans la nature, en fait. Moi, je me suis dit, si tu réussis à extraire du poisson sa forme et à en tirer la quintessence de son pattern, de son motif qu'il a sur lui, de sa robe, tu pourras en faire un tableau, en fait. C'est le propos, c'est ça. Ce sont des tableaux d'art abstrait, mais qui démarrent à partir des poissons. En même temps, dans toute la facture du tableau, outre le sujet, le dessin,
on va dire. Il y a aussi une intervention de plein d'éléments reliés à la mer qui interviennent au niveau du cadre, du passe-partout. Parlez-moi justement de cette déjà, les volonté, peintures, elles sont à l'eau, hein, évidemment. Je n'allais pas faire des peintures pas à l'eau. Donc, vu le sujet, ce ne sont que des peintures à l'eau. Donc, il y a de l'acrylique, de l'aquarelle et de la gouache. Et donc, après, je me suis dit, parce que moi, je ne confie jamais les encadrements à quelqu'un d'autre, en ce qui concerne ce que je fais. Ça ne m'intéresse pas parce que, pour moi, c'est un petit peu comme une incompréhension. C'est-à-dire que je vais faire par quelqu'un d'autre quelque chose qui est chargé d'enjoliver ou de présenter ou d'isoler l'œuvre. Et si je le confie à quelqu'un d'autre, pour moi, ça n'a pas de sens. Puisque j'ai été capable de faire l'œuvre, l'œuvre au total, alors, à moins de se concentrer sur vraiment le centre et dire, voilà, c'est ça l'œuvre n'est pas la totalité. Mais en général, si. C'est-à-dire l'objet total comprend l'œuvre. Et l'œuvre, parfois, tant qu'à faire, autant qu'elle ait son cadre aussi, que le cadre fasse partie de l'œuvre. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Donc du coup, j'ai évidemment pris des matériaux terrestres, cette fois-ci. Donc, par exemple, des gousses de graines d'arbres ou de palmiers découpées, ou des feuilles de latanier, des feuilles de divers arbres de l'île Maurice, que j'avais sous la main. Et puis donc un peu de sable pour faire le passe-partout. Et donc après, teindre le passe-partout dans le ton du tableau, de l'œuvre, etc., pour que la totalité de l'œuvre soit avec son cadre. Voilà. Comme si le poisson, il est environné lui aussi, quand il est dans l'eau. Il a tout son environnement visuel, avec ses bleus de la mer, avec les coraux qui sont derrière, avec tout ça. Voilà. Donc c'est un peu la même chose quand je fais un tableau. De la même façon que le poisson, le créateur du poisson, c'est aussi le créateur de ce qu'il y a autour, là c'est la même chose. On essaie de faire pareil, que ce soit aussi l'autour de l'œuvre qui soit aussi l'œuvre. Outre les tableaux, il y a ces deux pièces qui ne manqueront pas peut-être d'attirer le regard, au risque même peut-être d'occulter la partie artistique de ça. Donc ce sont ces deux modèles. Parlez-moi de ces modèles d'animaux. Que représentent-ils? D'où proviennent-ils? Voilà. Et est-ce qu'on les voit à taille réelle? Oui, c'est à taille réelle. Le sélacanthe, c'est grand comme c'est là. C'est un sélacanthe adulte. Et en fait, pourquoi j'ai choisi le sélacanthe et l'espadon? L'espadon, le Blue Marlin, c'est vraiment un poisson emblématique de notre région. Hein. Il y a même des pêches à l'espadon, etc. Donc bon, c'est un poisson qui est répandu, qui est encore là, j'espère pour longtemps. Et donc c'est un poisson aussi qui est beau, qui est censé être beau. Hein. Les reflets pétrole de son corps, sa voilure qui est souvent géniale avec des points. Enfin, c'est magnifique, un espadon. Et donc c'est aussi pour cette raison-là. Et puis le sélacanthe, parce que c'est le poisson emblématique de l'océan Indien. Parce que quand je suis né, il y avait eu le premier sélacanthe qu'on a trouvé, on l'a trouvé au large de l'Afrique du Sud, et plutôt au sud de l'Afrique du Sud. Et puis après, quand Madame Latimer, qui avait découvert ce truc, a déclaré qu'elle avait trouvé un sélacanthe, parce qu'on connaissait déjà l'animal fossilisé dans la pierre. Et elle a dit qu'elle en avait vu un vivant. Et personne ne l'a cru. Les gens ont dit, mais elle est zinzin, quoi. C'est pas... À l'époque, c'était pas avec Internet, avec des photos tout de suite, etc. C'était compliqué. Donc elle n'avait pas d'éléments probants. Et tout le monde a cru Madame Latimer pour la pensée qu'elle était folle. Et puis après, on en a trouvé dans les débuts des années 50 au large des Comores. Donc là, c'était la deuxième fois. Et cette fois-ci, on a pris des photos et tout. Donc on a été sûr, oui, le sélacanthe, il existe toujours. Il a 300 millions d'années. Mais il y a toujours des sélacanthes. Et ça, ils n'en revenaient pas, parce que c'est un poisson qui a très peu évolué et qui est notre ancêtre des vertébrés terrestres, hein, puisque c'est ce poisson-là qui a encore les nageoires latérales qui sont très... elles n'ont pas de mouvement binaire comme la plupart des autres poissons, mais un mouvement très articulé. Et c'est l'ancêtre de nos bras, etc. Donc c'est un animal qui est assez fascinant, qui est très, très, très ancien, qui vit très profond maintenant. Pour l'anecdote, ça fait à peu près 10 ans qu'on a trouvé des sélacanthes à l'est de l'océan Indien, c'est-à-dire vers l'Indonésie. Alors, ce n'est pas les mêmes, c'est des petits sélacanthes qui sont beaucoup plus petits, mais ce sont bien des sélacanthes. Ça devient un poisson vraiment emblématique de l'océan Indien, c'est-à-dire que s'il y a une fosse au milieu de l'océan Indien, quelque part, peut-être qu'il y aura des sélacanthes à l'intérieur.
Est-ce que cette exposition se place un peu dans une démarche dont on entend un peu parler, c'est celle de développer une sorte d'identité culturelle qui soit basée sur notre appartenance à un océan, justement à cette étendue d'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a un besoin peut-être aussi de créer visuellement peut-être justement cette connexion? Tu as totalement raison. Hein. Voilà. Moi j'ai souvent remarqué que si tu vas dans le commerce et que tu cherches une carte de l'océan Indien, tu ne vas pas la trouver. Ça, c'est pas normal. Parce qu'il y a une entité océan Indien. C'est un océan qui est le plus petit des océans déjà, qui a beaucoup de civilisations tout autour, historiquement. Et si un enfant veut connaître l'océan Indien, il lui faut une carte totale. C'est compliqué d'avoir une carte totale qui aille jusqu'au canal du Mozambique, qui fasse vraiment tout l'océan Indien. Quand Auguste Toussaint avait fait l'histoire de l'océan Indien, bien sûr, c'est très daté, hein, ça fait longtemps, mais quand même, pour la première fois, il y avait quand même quelqu'un qui a dit non, on a une histoire commune, on a un océan commun, on vit dans un océan, il faut qu'on en prenne soin, c'est quand même notre océan à nous. C'est un peu comme la Méditerranée, d'ailleurs, il l'a comparé un peu. La Méditerranée, ça a toujours été le berceau de civilisation tout autour, quoi. Là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un océan extrêmement riche. Si vous prouvez à un enfant que c'est magnifique, il ne va pas le dégrader volontairement, en tout cas, parce qu'il va dire non, je ne peux pas dégrader, c'est magnifique. Autour de l'exposition, comme d'habitude dans les expositions au Blue Penny, il y a toute une mise en contexte, des installations de divers éléments qui proviennent de la mer, ouais. Et des timbres aussi, surtout des timbres postes venant de différents territoires, on va dire. J'avais un ami à qui j'avais montré les tableaux. Je lui ai dit, voilà, la prochaine expo, ça sera ça, c'est sur le lagon, les poissons et la beauté des poissons. Il est du signe poisson. Bon, on n'y croit pas. Hein. Il collectionne les timbres sur les poissons. En plus, il y a même des pays que je ne connais pas. Ce n'est pas seulement les poissons que je ne connais pas, mais même les pays, je ne connais pas. Donc le gars, il faisait collection. Pour moi, on aurait dit, vraiment, j'ai dit, mais c'est incroyable. Il y a plein d'expressions vulgaires pour dire la chance que j'avais à ce moment-là. Donc lui, il m'a dit, écoute, si tu veux, je te prête les poissons que j'ai. J'ai 1500 timbres sur les poissons. Au début, j'avais du mal à croire parce que 1500, je me suis même demandé... On n'a pas pu les mettre tous, hein, d'ailleurs. Il lui en est resté sur les bras. Et puis sa femme, vu que son mari faisait des collections de timbres de poissons, elle n'est pas restée en reste, elle n'est pas demeurée en reste. Elle a choisi, elle, de collectionner, mais depuis, c'était des collections qui datent de 30 ans, hein, de collectionner, elle ramassait les coquillages sur la plage, voilà, il y a 30 ans. Et elle a tout gardé quand elle était jeune. Elle a tout gardé avec elle. Et après, elle m'a dit, si tu veux, on peut décorer les expos. Avec ça, j'ai largement de quoi remplir ces trucs. Et c'est que des animaux morts, elle n'a rien prélevé de vivant. Et puis en plus, ça a plus de 30 ans, sa collection. Donc voilà, quoi. Et ça change complètement la perspective, parce que du coup, on est dans une atmosphère comme si on est vraiment sous l'eau, quoi. Immersion. Voilà, c'était le but, c'est une immersion dans l'expo. Savoir que le sélacanthe, l'espadon, ne sont pas naturalisés, il faut le préciser. Donc justement, est-ce que peut-être une petite note sur leur provenance, comment ils ont été fabriqués? C'est rigoureusement interdit par les lois CITES. On n'a absolument pas le droit de pêcher des sélacanthes, on n'a absolument pas... Bon, les espadons, on a le droit, je crois, mais les deux, là, c'est là où je vois l'art du taxidermiste, parce qu'en fait, c'est pas un taxidermiste, d'ailleurs, c'est un naturaliste. Il en a fait des faux vraiment parfaits, quoi. C'est presque mieux que les vrais, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que quand je suis allé voir le taxidermiste, Mansour, il s'appelle, M. Mansour, et donc je lui ai apporté le livre du docteur Latimer, qui est un livre énorme, hein, ça fait 200 pages sur le sélacanthe et tout, il y a de quoi se perdre. Et vous avez tous les détails, tous les motifs et tout, et je lui ai dit, voilà, je veux ça. Et il m'a dit, ok, c'est bon. Ça l'intéressait parce qu'il ne l'avait jamais vu, il ne connaissait pas. À Maurice, il y a peu de gens qui connaissent le sélacanthe, et pourtant c'est vraiment un animal emblématique de l'océan Indien. Moi, d'après moi, il est magnifique, c'est vraiment plus vrai que le vrai. Pour moi, quand il m'a apporté ça, j'ai dit, mon vieux, tu as fait un boulot extraordinaire, extraordinaire.
Vraiment. Hein. Je pense que d'ailleurs, les vrais que j'ai pu voir, parce qu'il y en avait avant les lois CITES, donc il y en avait qui ont été pêchés puis qui ont été mis, par exemple à Nouméa, il y en a un. Il y en a, d'ailleurs on se demande ce qu'il fait là-bas, mais bon, il y en a d'autres aux Comores. Et donc quand on les voit, ben, ils sont parfois un peu abîmés, ils ne sont pas trop jojo, quoi. Donc bon, on dit ok, c'est un sélacanthe, mais c'est pas... Tandis que là, on a l'impression que vraiment il est en toute majesté, quoi. Retrouvez le Sélacanthe et toute l'exposition Sea, Happiness and the Lagoon jusqu'au 30 septembre 2023 pour un voyage fascinant autour de la biodiversité marine et à travers notre culture indo-océanique. L'entrée est libre et gratuite et l'expo est ouverte de 10h à 16h30 tous les jours sauf dimanche et jours fériés. Parlons cinéma mauricien pour finir. Depuis le 18 août 2023, le public pouvait voir en salle à Trianon No Trespassing Gardien pour un Tis Histoire Poule, moyen métrage de 54 minutes réalisé par Ravi Sambou et Ramesh Kedun. Ce film a été financé en partie par le National Arts Fund et son histoire s'inspire d'éléments folkloriques mauriciens d'antan. Rencontre avec Ravi Sambou, producteur et co-réalisateur, qui nous relate le parcours de l'idée au film. Lui-même aura fait un trajet atypique de l'ingénierie au cinéma en passant par l'informatique. Histoire d'une passion qui porte ses fruits. L'idée finit d'émerger bien longtemps. Là, tu peux travailler dans un projet. Quand nous disons, nous pouvons faire une série 6 histoires très mauriciennes, qui, disons, sont aussi dans le folklore. Et que ça, c'est une histoire qui, mon camarade Ramesh, fait son grand-mère qui raconte. Ça, nous disons, nous pouvons inclure ça aussi. Pas d'histoire entière, mais disons, the premise, ça veut dire base d'histoire. Ça, l'aspect poule là-dedans. Alors, nous écrivons une histoire autour de ça. Alors, ces histoires, un gardien sarcé qui habite à la lisière de la forêt avec son madame. Je gagne une petite discussion entre eux. Madame n'est pas trop contente que Michel ait envie d'acheter bouc ou bien cabri pour soigner parce que ça coûte cher. Un jour, Michel a pu se passer dans la forêt, il peut travailler, il entend poule, poussin, il ne peut pas trop comprendre qui peut arriver. Et il découvert qu'il n'y a pas de poule et de poussin dans la forêt. Une opportunité pour lui, quand il peut prendre poule là, il allait. Et il y a quelque chose qui arrive dans le bois, il perdit tout son moyen. Comment dire, l'esprit est accapare sur les corps. Bonjour Madame Zach. Où est l'homme? La même? Il y a encore dans sa celle là. Pas de dire je t'ai le couplet là-bas. Est-ce que tu t'as une BR16? BR16. Faire un film, il coûte beaucoup de cash. Surtout si on veut faire un bon film, il coûte encore plus de cash et plus de moyens, plus de ressources. Le film gagne un soutien financier en partie National Arts Fund. Plus, le film bizarre de les autres sponsors. Sur le plan technique, le film gagne un soutien aux camarades qui co-réalisent le film Ramesh Kedun, qui nous donne moi tout l'équipement avec toutes les facilités qui sont bizarres. Et aussi, il y a beaucoup de gens dans l'endroit, avec des gens qui me joignent, qui donnent moi tout ce qui a été facilité pour réaliser ce film-là. Et que naturellement, je puise un peu depuis dans mon propre réserve, disons, pour capable faire aboutir ce film-là. On croit qu'il y a quelque chose de pas correct dans sa voix là. Alors, nous pas vraiment cause crève-cœur dans le film-là, mais nous finissons servir beaucoup de lieux qui sont à crève-cœur. Et aussi dans les environs, comme la Nouvelle Découverte, les Mariannes, ça va une place là. Au fin, c'est faire le maximum pour tout près que moi, me rester, parce que d'un point de vue économique, il est plus facile et que n'importe qui l'aide mon business, qui a fait mon business, il est facile pour gagner.
Surtout que dans le film, là, il y a des enfants, il y a 9 enfants qui jouent dans le film. Là. Immersion dans le folklore d'antan et tour de force d'une équipe passionnée. Un film à voir à tout prix quand l'occasion se présente. Le film devrait normalement être maintenu à l'affiche dans une salle à Trianon selon la demande. Veuillez toutefois vous renseigner pour savoir s'il est encore en salle. Pour plus de détails, veuillez consulter la page de Ravi Sambou sur Facebook. Voici encore son numéro de téléphone 52 50 55 56.